Bonjour à tous, bienvenue à retenir 3 points clés dans l'actualité de ce jeudi 13 décembre 2018. L'État ivoirien va prendre en charge les personnes démunies et défavorisées dans le cadre du programme de la couverture maladie universelle. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence. La réunion s'est déroulée en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. À Zaguié, dans la région sud du pays, le service contrôle forestier de la Société de développement des forêts a saisi récemment 10 tonnes de bois. La Sodefort avait organisé une patrouille nocturne dans la forêt classée de Yapo-Abé. Enfin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé vont-ils bénéficier d'une mise en liberté provisoire? La Cour pénale internationale examine aujourd'hui une nouvelle demande des accusés. Merci de nous suivre. La couverture maladie universelle, la restitution des biens culturels ivoiriens à l'étranger et l'organisation par la Côte d'Ivoire du 27e congrès de l'Union postale universelle de août 2020. Des questions débattues hier au Palais de la Présidence lors du Conseil des ministres et en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofi Aboula. Un bon point pour la Côte d'Ivoire, c'est à elle que revient l'honneur d'organiser le prochain congrès de l'UPU, Union postale universelle. Il s'agit du 27e congrès prévu pour se tenir sur le territoire ivoirien dans le mois d'août 2020. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel qui donne l'information. Notre pays a été élu lors du 26e congrès mondial de l'Union postale universelle tenu à Istanbul, en Turquie, en octobre 2016, pour abriter en 2020 le 27e congrès de la dite institution. Il s'agira, après le premier congrès tenu en Égypte en 1934, du second congrès de l'institution qui se tiendra sur le continent africain. Cet événement important et capital est prévu se dérouler sur une période de 21 jours à Abidjan, avec la participation d'environ 3000 personnes en provenance de 192 États membres de l'Union postale universelle, ainsi que de partenaires au développement. Conformément aux usages de l'Union, la Côte d'Ivoire assurera la présidence du conseil d'administration de l'organisation à l'issue du congrès durant 4 années. Une autre bonne nouvelle donnée par le conseil, elle concerne les patrimoines culturels ivoiriens à l'étranger. Selon le Conseil, ces biens vont être restitués. À l'instar de nombreux pays africains spoliés de leurs biens culturels ancestraux, notre pays compte des milliers d'œuvres d'art irrégulièrement détenues à l'extérieur, notamment en Occident. Au moins 50 musées en Europe et en Amérique, en dehors des collections privées, détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 objets d'art d'origine ivoirienne estimé à 6 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels mis en place avec l'UNESCO et la branche africaine du Conseil international des musées, AFRICOM, la Côte d'Ivoire a désigné 2 médiateurs et conciliateurs auprès de ces organisations et une première liste de 148 objets d'art à restituer a été transmise. Le Conseil des ministres a aussi parlé de la couverture maladie universelle, CMU, en attendant sa mise en œuvre effective à compter de janvier 2019. D'importantes décisions sur la question ont été prises au cours de cette réunion. En application de la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, instituant la couverture maladie universelle, sont créés 2 régimes. L'un contributif, dit régime général de base, l'autre non contributif, dit régime d'assistance médicale. Pour le compte des personnes économiquement faibles ou démunies ou vulnérables, ce décret fait le choix d'utiliser la méthode de l'affiliation, soit à la demande, soit par la recherche active, et en organise les modalités.
À noter aussi la visite du président Paul Kagame en Côte d'Ivoire. Le président rwandais est attendu le 19 décembre pour une visite de 48 heures sur le sol ivoirien. Le Conseil des ministres, en son point de divers, en a parlé avant de prendre rendez-vous pour le 18 décembre 2018, cette fois dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. On poursuit avec les activités du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui est au Caire en Égypte dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine a été reçu hier en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux hommes d'État ont passé en revue la coopération entre leurs deux pays. On en parle avec Mahama Traoré. C'est une rencontre qui traduit la bonne santé des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Des relations établies depuis 1960 que les présidents Alassane Ouattara et Abdel Fattah al-Sisi ambitionnent de renforcer dans un avenir proche. C'est la demande du président Alassane Ouattara que nous avons fait cette visite. Il nous avait donné donc une lettre à remettre au président de la République, dans laquelle notamment il invitait le président de la République al-Sisi à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire en 2019. Le président de la République égyptienne a bien voulu accepter le principe donc, de cette visite en 2019. Le chef de l'État égyptien et le vice-président Daniel Kablan-Duncan ont aussi passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette coopération avance déjà de manière positive, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, puisque l'Égypte a bien voulu former quelques-uns de nos policiers et des gens de la défense ici. Il a été convenu aussi que la commission mixte entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, dont la dernière réunion date de 1998. Le président de la République al-Sisi a indiqué que ça fait trop longtemps, il faut que se réunisse le plus rapidement possible. Et nous pensons que cette rencontre doit permettre donc de finaliser un certain nombre d'accords qui sont déjà sur le chantier. Il y a à peu près 16 accords qui sont en cours de travail, qui pourraient donc être finalisés probablement avant la visite du président al-Sisi. Nous gardons l'espoir d'avoir le président al-Sisi en Côte d'Ivoire et un renforcement très important de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. En 2017, la valeur des échanges de biens et de services entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte était de 35 milliards de francs CFA. Dans l'actualité nationale également, deux projets de loi adoptés hier par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Les députés ivoiriens ont ratifié l'ordonnance portant amnistie du 6 août dernier. Le second projet de loi concerne la création d'un corps de commissaires de justice. Les explications de Kolo Koulibaly. Devant les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles, le ministre de la Justice a expliqué que la mesure d'amnistie est prévue par les articles 101 de la Constitution, 108 du Code pénal et l'article 12 de la loi du 27 décembre 2017 portant budget de l'État. Selon Samson Kambilé, cette décision rassure le secteur privé par un environnement sociopolitique apaisé. La mesure d'amnistie concerne les personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que 2 militaires et 2 membres de groupes armés. La liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de cette amnistie sera arrêtée conjointement par le ministre de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité. Lors du vote en commission, les députés du groupe parlementaire PDCI se sont abstenus. Nous souhaitons qu'en lieu et place des noms qu'on a alignés, qu'on amnistie plutôt les faits et l'ensemble des individus civils comme militaires incriminés recouvreraient la liberté. L'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Si le président de la République a vu la nécessité d'encourager à la réconciliation nationale à travers des actes aussi forts, il appartiendrait pourquoi pas aux députés dans sa même logique à travers des propositions de loi. Il n'y a pas de raison que nous puissions demander tout au président de la République. Bien au contraire, nous devons l'encourager. Si les députés ne bougent pas, pourquoi pas le président de la République pourrait être amené à prendre d'autres mesures visant effectivement à amnistier davantage de personnes. Les métiers d'huissier de justice et commissaire-priseur vont disparaître en remplacement de celui de commissaire de justice. C'est le deuxième projet de loi défendu par le ministre Samson Kambilé. Ce projet de loi est celui portant amnistie
passeront en plénière. Direction Yamoussoukro dans la région centre du pays. Les acteurs des marchés publics réfléchissent depuis hier sur le projet de texte élaboré en vue de l'adoption d'un nouveau code de la commande publique aux meilleures pratiques internationales. À noter que ce document comporte des innovations majeures. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Le code des marchés publics de 2009 a montré ses limites, notamment au regard des normes de l'UEMOA et des standards internationaux. La Côte d'Ivoire veut répondre à ces exigences en tenant compte des spécificités ivoiriennes. Cela pour un fonctionnement optimal du système de passation de la commande publique. D'où l'atelier national de Yamoussoukro. L'autorité nationale de régulation des marchés publics, les secteurs publics et privés et la société civile travaillent pour la validation du nouveau code des marchés publics. Le code des marchés publics date de 2009. Et après 2009, il y a eu des textes qui ont été pris pour modifier certaines dispositions, notamment les décrets de 2014 et 2015. Aujourd'hui, il s'agit de réviser le code des marchés publics en profondeur. Durant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les innovations avant de présenter ce nouveau code pour adoption par le gouvernement. Amener les acteurs, les acheteurs publics à tenir compte de l'environnement. Nous allons intégrer les questions liées à la dématérialisation de la commande publique. Et il y a des nouveaux types de marchés qui vont pouvoir entrer en exécution dans notre pays. Le secteur privé attend beaucoup de ce nouveau code ivoirien des marchés publics. Les textes de code actuels n'ont pas besoin de beaucoup de nettoyage. Tout ce qui est prévu dans les textes, il n'y a pas de sanction qui est prévue quelque part. Et ça fait que c'est du laisser aller. Ce nouveau code va permettre de réduire les délais de passation, d'augmenter le taux de consommation des crédits budgétaires et de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. On poursuit avec cette conférence internationale sur le thème « La gouvernance d'entreprise, accélérateur de croissance ». Elle a été organisée récemment par Proparco, filiale du groupe Agence française de développement. Les participants ont été instruits sur les bonnes pratiques de gouvernance dans le secteur privé en Afrique de l'Ouest. Les explications de Jean-Luc Bango. Une journée entière pour parler de gouvernance et plus particulièrement de la gouvernance des entreprises. Cette initiative de Proparco, filiale du groupe Agence française de développement, s'inscrit dans la volonté de cette institution d'améliorer les pratiques des entreprises en matière de gouvernance et leur garantir une meilleure compétitivité. Nous considérons qu'une bonne gouvernance contribue non seulement à des performances financières de l'entreprise, mais également dans ses performances environnementales et sociales. Nous essayons d'accompagner les entreprises dans leur croissance et en matière de meilleures pratiques et de bonnes pratiques. L'institution a ainsi proposé à la faveur de cette journée des financements aux entreprises participantes avec un accompagnement technique favorisant une diffusion des meilleures pratiques de gouvernance. Dans un environnement aussi dynamique que celui des entreprises, les normes de gouvernance sont en constante évolution à la mesure des risques auxquels ces dernières sont exposées. Les acteurs économiques et dirigeants d'entreprises sont ainsi invités à partager leur expérience en vue de la mise à jour des règles de gouvernance d'entreprise. Cette journée a notamment été marquée par des communications, panels et échanges sur des thèmes tels que la transmission d'entreprise, l'ouverture du capital aux investisseurs ou encore le processus d'introduction en bourse. Des formations utiles pour les administrateurs et les chefs d'entreprise ivoiriens. Tout ça, ce sont des formations que nous faisons et la journée d'aujourd'hui fait appel justement à des chefs d'entreprise pour qu'ils viennent concrètement dire ce qu'ils font dans leurs entreprises pour que les uns et les autres apprennent des uns et des autres. Initiateur de cette rencontre, Proparco a financé au cours des 10 dernières années plus de 650 milliards de francs CFA de projets en Afrique de l'Ouest. Lutte contre le bois illégal, une équipe du service contrôle forestier de la Société de développement des forêts a intercepté récemment un camion chargé de 10 tonnes de bois. Cette patrouille nocturne a été effectuée dans la forêt classée de Yapo-Abé à Azaguié, dans le sud du pays. Les précisions avec Jean-Louis Mambo. Un camion de 10 tonnes contenant 475 madriers de framirés et de fraqués. Ce chargement de bois, sorti frauduleusement de la forêt classée de Yapo-Abé
dans le département d'Azaguié a été intercepté par les agents du contrôle forestier de la Sodefort. Nous avons mis en place une unité qui fait des patrouilles de nuit dans les différentes forêts classées de Côte d'Ivoire. Et ce week-end, nous avons décidé de mener notre patrouille nocturne dans la forêt classée de Yapo-Abé, qui est à Azaguié. Et c'est à la suite de cela qu'aux environs de 3 h du matin, nous avons intercepté ce camion qui sortait de la forêt classée du côté de Umbromé. La valeur de cette saisie n'a pas été révélée, mais selon le lieutenant Maï, le sciage du bois brut en produit fini dans les forêts classées constitue une grave menace à la survie de l'industrie du bois. L'exploitation en forêt classée est interdite, sans autorisation. Et en plus de cela, la législation forestière interdit le sciage à façon. Et ce bois que nous avons saisi provient du sciage à façon. C'est un fléau qui mine l'industrie du bois en Côte d'Ivoire. Le chauffeur du camion et le propriétaire de la cargaison ont été interpellés et mis à la disposition de la police forestière. Les enquêtes, elles, se poursuivent en vue de démanteler le réseau de pilleurs de cette forêt classée. Autre actualité, l'Organisation internationale de la francophonie mobilisée à la conférence de Katowice 2018 en Pologne. L'OIF va accompagner les pays francophones, dont la Côte d'Ivoire, dans la lutte contre les changements climatiques. Les explications de Grace Kando. La francophonie veut contribuer à l'adoption des règles et procédures d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat au niveau des États membres de l'organisation. Nous leur fournissons une série d'outils qui leur permettent de faciliter la prise en compte et puis l'appropriation des thématiques qui sont discutées. Des outils comme le guide des négociateurs, comme le résumé pour les décideurs, les notes de décryptage et un certain nombre de fiches techniques. Au cours d'une rencontre qui a réuni ministres, chefs de délégation, sociétés civiles et secteurs privés des pays membres de la francophonie, chaque participant s'est attelé à faire entendre la position de son pays sur le sujet. Les pays développés devraient donc renforcer leur soutien aux actions de renforcement des capacités dans les pays en développement. Au titre de la finance climatique, la Côte d'Ivoire demande que soient définies les modalités, procédures et méthodologies du manuel des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les questions financières de façon à ce qu'elles soient équilibrées et plus complètes que possible. Que soit facilité et augmenté l'accès aux ressources de la finance climatique, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation. Lors du dernier sommet de la francophonie tenu en octobre dernier à Erevan en Arménie, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie ont réaffirmé leur détermination à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Retour en Côte d'Ivoire, la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes au cœur des actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce département a donc organisé les 3 et 4 décembre dernier une rencontre. Objectif, élaborer un nouveau plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les précisions de Sephora Zegui. Protection des femmes et filles contre les violences sexuelles, inclusion des questions de genre dans les politiques et programmes de développement, voilà entre autres les axes stratégiques proposés au cours d'un atelier pour le nouveau plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies, évalué en 2012. Cet atelier qui avait pour objectif de mettre en place le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 en Côte d'Ivoire, a ressorti quelques recommandations pertinentes telles que la formation et la sensibilisation des autorités locales, préfectorales, religieuses à l'importance de la représentativité des femmes au sein des structures de maintien de la paix et de règlement des conflits. Ces échanges entre le gouvernement, la société civile, ONU Femmes et le Canada, pays partenaires, viennent apporter en plus à la politique du genre en Côte d'Ivoire. Avec cette alliance stratégique dont le lancement est consacré par cet atelier, nous accueillons donc l'offre du Canada qui se fonde sur un partage des apprentissages mutuels et un appui multiforme aux efforts déployés par la Côte d'Ivoire. La prise en compte des recommandations issues de cet atelier
constituera une réponse multisectorielle à la problématique de la protection des femmes, de la promotion de leurs droits et de leur participation à la vie publique et politique. Pour le Canada, reste à vulgariser le nouveau plan au niveau national et régional pour de véritables résultats sur le terrain. Nous avons 2 plans d'action nationale que nous avons rédigés sur la question de femmes, paix et sécurité. On a parlé un petit peu de l'importance de l'engagement à un niveau politique pour faire avancer le plan d'action. On a beaucoup parlé aussi de l'importance que la société civile et le gouvernement travaillent de façon en collaboration. Et également, on a discuté de l'importance que tous les parties prenantes prennent en charge et travaillent pour les mêmes buts et qui travaillent ensemble dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan. La prédominance de la violence sexuelle fondée sur le genre ainsi que l'exclusion des femmes des négociations et des efforts de consolidation de la paix ont favorisé l'adoption de la résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité en 2000 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une session que préside d'ailleurs la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent. Un tout autre sujet à présent, Ahmed Bakayoko a officiellement pris fonction hier mercredi. Le nouveau maire de la commune d'Abobo a été installé en présence du préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié. Les moments forts de cette cérémonie avec Aboubakar Sanogo. À travers ses signatures de documents, Ahmed Bakayoko prend les rênes de la commune d'Abobo. Investi de pleins pouvoirs publics, il peut maintenant agir en tant que maire de la commune d'Abobo. La passation de service entre la nouvelle équipe et celle sortante, présidée par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, suivi de la remise de l'écharpe tricolore, consacre la prise de fonction officielle du nouveau maire Ahmed Bakayoko en présence de différents conseils, adjoints au maire et des forces vives de la commune. Le maire sortant, Adama Tunkara, après avoir présenté le bilan de son mandat, s'est engagé à aider son successeur à réussir sa mission à la tête de la commune d'Abobo. En ma qualité de maire sortant, et surtout donc, voudrais-je vous assurer de mon soutien indéfectible pour le succès de votre mission. Vous pourrez vous appuyer sur mon entière disponibilité pour vous assister et vous conseiller utilement chaque fois que vous en aurez le besoin. Ahmed Bakayoko a rendu hommage à Adama Tunkara et toute son équipe pour le travail accompli dans la commune d'Abobo. Il entend pour sa part œuvrer pour le bonheur des populations de la dite commune. Pour moi, l'heure des discours est terminée. Maintenant, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est des actes que vous allez voir se réaliser dans le sens du progrès et du bonheur des Abobois. Première action du maire, après la passation de service, une visite à la maternité de l'hôpital général d'Abobo, où Ahmed Bakayoko a posé des actes en faveur de nouveau-nés et leur mère. Des images à présent, un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans les locaux de la mairie du Plateau. Selon le secrétaire général de la mairie, Kwasi Adjoumani, le feu a consumé toutes les archives, actes de mariage et de naissance de l'état civil. Les causes du sinistre sont encore inconnues. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, s'est rendu sur les lieux du drame. Bientôt, la construction d'un pont à Nebo dans la commune de Divo, c'est dans la région du Lodjibois. Les travaux de cet ouvrage ont été lancés récemment par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. La construction du pont de Nebo est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un reportage de Mamadou Kwasi. En saison pluvieuse, que de difficultés pour relier Nebo, chef-lieu de sous-préfecture situé à moins de 10 km de la ville de Divo. Grande zone de production agricole avec le palmier à huile et les VA. Ce village et les autres localités environnantes sont généralement difficiles d'accès en saison pluvieuse. Et pourtant, un pont a été construit sur la rivière Bougo. Le pont a été mal fait. Le pont là où les gens devaient placer le pont là, c'est pas dans cet endroit ils ont mis. Donc c'est difficile quand l'eau remplit là. La partie qu'ils ont mis là, l'eau ne peut pas bien passer. Donc ça fait que non, ça remplit par derrière. Donc quand c'est rempli par derrière, ça traverse la route là. On ne peut même pas aller au champ. Quand il y a décès, on appelle les jeunes qui savent bien nager, ceux qui sont en grand détail, pour faire traverser le Sequet. Ces travaux réalisés en 2007 par l'ex-conseil général de Divo,
seront entièrement repris. Un pont à tablier métallique verra le jour dans 6 mois pour un coût d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Ceci pour faciliter le trafic sur cet axe qui relie Divo à Nebo et au-delà, les villes de Zikisso et Doumé. Ce pont aura une longueur de 64,8 mètres, c'est-à-dire que pratiquement 70 mètres, et construit sur 2 travées. La largeur du pont est de 7 mètres, c'est-à-dire 2 fois 2 voies de 3,50 m, et on aura des accotements de part et d'autre de 1,20 m. Les fondations seront en béton, fondées sur la roche-mère. Et avec la construction de ce pont, on ouvre la digue actuelle de plus de 8 fois l'ouverture pour permettre à l'eau de s'écouler et éviter les inondations en amont. La cérémonie de lancement des travaux de ce pont a vu la mobilisation des chefs traditionnels du canton Agbori et de l'ensemble des populations. Ils ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement pour la prise en charge de leurs préoccupations. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a rassuré la population de la fin des travaux dans les délais et surtout de la qualité du travail, sans oublier des avantages liés à l'exécution de ce chantier. Le pont, c'est un pont métallique qui sera fabriqué en France et amené ici, mais aussi la construction de ce pont va permettre de régler les problèmes d'eau à Divo. Nous avons ici la preuve que le Lodibois figure parmi les priorités du chef de l'État et du gouvernement, et nous en sommes très reconnaissants. C'est pourquoi nous devons privilégier la recherche de la paix dans notre pays, afin de maintenir cette stabilité qui permet au train du développement de se maintenir sur les rails. En plus de la construction du pont à tablier métallique, le ministre Amédée Kwaku Kofi a informé la population de la région du Lodibois du traitement et du reprofilage lourd de plus de 700 km de pistes rurales, des travaux pour faciliter l'évacuation des produits agricoles et surtout le déplacement des populations. On s'intéresse à présent à ce rapport d'état de l'éducation préscolaire en Côte d'Ivoire. Des résultats préliminaires d'une étude ont été présentés récemment par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les explications de Walter Amadou Ouattara. 10%, le taux de préscolarisation des enfants en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort des conclusions d'une récente étude menée par le cabinet Innovation for Poverty Action IPA avec l'appui du groupe de partenaires pour l'éducation ARC-EPG. Le préscolaire est l'initiation de l'enfant au système éducatif. Il s'avère essentiel pour garantir aux enfants la réussite tout le long de leur vie, selon des spécialistes. On a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus basé sur le jeu, où c'est comme ça que les enfants se développent et apprennent, socialisent entre eux. C'est de partager les pratiques pédagogiques, tout bien les enfants du privé formel que les enfants du public puissent avoir des résultats meilleurs. L'amélioration des résultats doit permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre dans 7 ans 25% de taux de scolarisation au préscolaire à travers le plan sectoriel éducation du ministère de l'Éducation nationale. À partir de cet instant, l'option a été prise, par exemple, de faire en sorte que chaque nouvelle école primaire comporte désormais 7 classes, soit une classe pour le préscolaire. Selon un rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs Confomen PASEC réalisé en 2016, un élève ayant reçu une éducation préscolaire obtient de meilleurs résultats en français et en mathématiques en classe de CM1. Actualité internationale, c'est aujourd'hui que les juges de la Cour pénale internationale se réunissent à huis clos pour statuer sur une demande de liberté provisoire déposée par les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale CPI statue ce jeudi sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, une audience à huis clos qui suscite beaucoup d'espoir chez les partisans de ces derniers. Cette audience intervient après le plaidoyer de la défense pour acquittement. Les juges ont demandé aux avocats de la défense de proposer des pays pouvant accueillir leurs clients en cas de remise en liberté provisoire. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce jeudi le renouvellement du mandat pour 1 an de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Il avait été prorogé jusqu'au 15 novembre dernier avec 900 militaires, avec pour mission de protéger les civils, de soutenir le processus de paix, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Royaume-Uni, Theresa May remporte le vote de défiance du Parlement britannique. 200 députés conservateurs lui ont maintenu leur confiance contre 117. Ce renouvellement de confiance lui permettra de poursuivre la mise en œuvre du Brexit pour le peuple britannique afin de réunifier le pays. Theresa May est attendue au sommet européen de Bruxelles où elle tentera d'arracher des assurances juridiques et politiques aux 27. Voilà des précisions de Abdoulaye Koné. Merci de nous avoir suivis.